Mon mari m'a trompée avec ma meilleure amie enceinte. Ouais. Il a brisé notre vie, notre amour, notre futur. Et tout ça pour elle. Léa, ma meilleure amie depuis plus de 20 ans. Et le pire dans tout ça, elle est enceinte. Comment ai-je pu être si aveugle, si naïve, si stupide? Mon cœur est en lambeaux. Mon âme est déchirée en 1000 morceaux impossibles à recoller. Mon monde s'est effondré ce jour maudit, où la vérité m'a frappé comme une gifle en plein visage. C'est insensé, n'est-ce pas? On ne se remet jamais de ça. Jamais. J'ai découvert leur trahison d'une manière si sordide, si dégradante, que même les pires cauchemars ne pourraient rivaliser avec cette réalité monstrueuse. Mon mari, Antoine, l'homme avec qui j'ai partagé 10 ans de ma vie, des rêves d'enfant et un amour que je croyais éternel, il m'a poignardé dans le dos. Et qui tenait l'autre couteau? Léa, ma confidente, ma sœur de cœur, celle qui était censée être là pour moi, toujours. Est-ce que cela n'est pas le comble de la perversion? Qu'est-ce qu'une amitié? Qu'est-ce qu'un mariage face à une telle abomination? Je me souviens de ce mardi soir. Il faisait froid et pluvieux, tout comme mon cœur allait l'être à jamais. Antoine était rentré tard, comme souvent ces derniers temps, avec des excuses éculées sur des réunions prolongées. Je n'ai rien vu. J'ai cru chaque mot, comme une idiote. Il sentait un parfum qui n'était pas le mien, une fragrance douce et florale que je connaissais pourtant si bien. Était-ce une prémonition ou simplement la nausée qui montait en moi face à tant de mensonges? Léa portait toujours ce même parfum, un cadeau que je lui avais offert l'année dernière pour son 35e anniversaire. Le hasard n'existe pas dans ce genre de drame, si? Ce soir-là, alors qu'il dormait d'un sommeil que je trouvais étrangement paisible, le sommeil du juste ou du monstre sans remords, j'ai eu une impulsion, une intuition glaciale qui m'a poussé à prendre son téléphone. Oui, j'ai fouillé. Certains diront que c'est mal, mais que dire de la trahison, du secret, de la honte qu'ils m'ont infligée? Et là, sous le nom de Bruno, collègue, se cachaient que des messages d'amour, des messages de passion, des messages de Léa. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Mes mains tremblaient si fort que le téléphone a failli me glisser des doigts. C'était un film d'horreur en direct, le mien. J'ai hâte de te retrouver, mon amour. Notre petit secret grandit bien. Il me tarde de te le montrer. Ce n'était pas Bruno, c'était Antoine. Et ce n'était pas un secret de travail. C'était notre secret, le secret de leur infamie. Le petit secret grandit. Qu'est-ce que cela signifiait? L'horrible vérité a commencé à se dessiner, floue, mais terrifiante. Mon mari, ma meilleure amie, et un bébé? Comment est-ce possible? Comment une femme peut-elle trahir sa soi-disant sœur avec une telle bassesse, une telle cruauté? Comment ont-ils pu me regarder droit dans les yeux, jour après jour, avec ce fardeau, ce secret ignoble, cette vie en formation, fruit de leur trahison? Je me souviens des dîners en commun, des éclats de rire forcés, des conseils que Léa me donnait sur ma relation avec Antoine. Elle me disait « Tu as tellement de chance, il est parfait pour toi. » Était-ce une blague? Une moquerie macabre? Chaque mot, chaque geste, chaque faux sourire était une pierre de plus ajoutée à l'édifice de ma dévastation. Ils se sont moqués de moi, se sont vautrés dans leur bassesse, tandis que moi, je rêvais d'une famille, de la maison parfaite,
d'un futur radieux. Quelle idiote j'ai été de croire en leur mascarade. Le choc fut si violent que j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Les mots dans ces messages étaient comme des coups de poignard répétés. Tu me manques, mon cœur. Je compte les jours jusqu'à ce que nous soyons enfin tous les trois. Tous les trois? C'était donc une réalité palpable, une évidence qui ne laissait plus aucune place au doute. Léa était enceinte, et l'enfant était... l'enfant d'Antoine. La sentence était tombée, lourde et irrévocable. Il n'y avait plus d'échappatoire à cette atroce vérité. Le monde s'est mis à tourner à l'envers. J'ai passé la nuit debout, les yeux rivés sur le plafond, tentant de reconstruire le puzzle de ces derniers mois. Les absences d'Antoine, les excuses de Léa pour annuler nos rendez-vous, son étrange réticence à boire du vin, ces nausées matinales qu'elle attribuait à un virus tenace. Oh, le virus! C'était ça, leur code, leur mensonge élaboré pour me cacher l'indicible. Quelle mise en scène! Quelle cruauté orchestrée! Chaque détail, qui me semblait anodin alors, prenait désormais une tournure sinistre et pleine de sens. La complicité entre ceux que je prenais pour une amitié solide était en réalité une toile d'araignée tissée pour m'emprisonner dans leur abomination. Mon estomac se nouait. Comment avais-je pu être si aveugle aux signes évidents, aux changements subtils mais pourtant criants dans leur comportement? Mon cerveau refusait d'accepter l'ampleur de la trahison. Mon mari, ma meilleure amie, enceinte, c'était trop. C'était une blague de mauvais goût, un film d'horreur sans fin. Mais c'était ma vie. C'était ma réalité. La femme que j'avais tant aimée, la femme que j'avais considérée comme ma sœur, partageait le lit de mon mari et portait son enfant. L'ignominie était à son comble. Le soleil s'est levé ce matin-là, mais il n'a apporté aucune lumière, aucune chaleur à mon âme gelée. Le monde continuait de tourner, indifférent à mon apocalypse personnel. Comment faire face à la journée? Comment regarder Antoine dans les yeux, sachant ce que je savais? Comment continuer à respirer dans cet air vicié par leurs mensonges? La haine montait, une rage froide et calculatrice, se mêlant à une douleur si intense qu'elle me coupait le souffle. N'est-ce pas la pire des douleurs, celle qui vient de ceux que l'on aime le plus? J'ai attendu qu'il se réveille, le cœur battant à tout rompre, les mains moites. Chaque battement de mon cœur résonnait comme un tambour de guerre annonçant la confrontation inévitable, allait-il nier. Allait-il me regarder avec ses yeux d'innocent, ces mêmes yeux qui avaient juré amour et fidélité devant Dieu et les hommes? Je savais la vérité. Je l'avais dans ma main, gravée dans les messages de son téléphone. Il n'y aurait pas d'échappatoire pour lui. Il n'y aurait pas de pardon pour eux. La trahison était trop profonde, la blessure trop béante. Il fallait que je sache tout. Chaque détail sordide, chaque mensonge craché. Qui a fait le premier pas? Combien de temps cela durait-il? Étaient-ils ensemble le jour de nos 10 ans de mariage, alors qu'il me disait m'aimer plus que tout au monde? L'idée même de son corps, de son toucher, de ses baisers sur une autre femme, et pas n'importe quelle femme, mais ma meilleure amie, était une torture insoutenable. Et cette image, encore plus insupportable de Léa, son ventre arrondi portant le fruit de leur péché, me hantait. C'était une abomination. Un bébé, leur bébé. C'était la preuve vivante, la marque indélébile de leur infamie.
Une insulte à ma propre capacité à avoir des enfants, à mon rêve de maternité partagé avec Antoine. Ce rêve qui était mort et enterré sous le poids de leur trahison. N'est-ce pas le coup le plus bas qu'on puisse infliger à une femme? Je me suis levée, mes jambes tremblantes, et je suis allée me poster devant la fenêtre de notre chambre, celle que nous avions choisie ensemble, celle qui était censée être notre sanctuaire. Les souvenirs de nos rires, de nos projets, de nos promesses, défilaient devant mes yeux, comme un film tragique. Tout n'était que mensonge, une vaste illusion, orchestrée par deux êtres que j'avais crus fiables, honnêtes, aimants. La façade s'était effondrée, révélant la pourriture qui se cachait derrière, sœur. Comment vont-ils oser me regarder après ça? Comment vais-je pouvoir survivre à cette douleur, à cette honte, à ce cataclysme émotionnel? Mon monde n'est plus, et le leur ne le sera pas longtemps, non plus. Je le jure. La vengeance est un plat qui se mange froid, et mon cœur est un bloc de glace. Je ne suis plus la femme naïve et confiante qu'il a connue. Je suis une femme blessée, trahie, mais aussi une femme forte, prête à tout pour que justice soit faite. Ils vont payer. Ils vont payer pour chaque larme que j'ai versée, pour chaque nuit blanche que j'ai passée à me torturer l'esprit, pour chaque fragment de mon cœur brisé. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. La question n'est plus de savoir s'ils ont fauté, mais comment je vais les détruire. Quels sont les leviers que je peux actionner? Quels secrets pourrais-je révéler pour anéantir leur réputation, leur vie? Je n'ai pas pleuré, pas encore. La douleur était trop profonde, trop engourdissante pour des larmes. C'était une rage sourde, une détermination glaciale qui s'installait en moi. Je sentais la force monter, une force que je ne me connaissais pas, une force née de la trahison et du désespoir. Antoine s'est réveillé, a bâillé, s'est étiré et m'a regardé avec un sourire endormi. Ce sourire si familier, si rassurant auparavant, était maintenant une grimace de l'horreur. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Il n'avait aucune idée que le château de cartes de ses mensonges était sur le point de s'écrouler, l'entraînant, lui et sa maîtresse enceinte, dans sa chute. Il a dit « Bonjour, mon amour. »« Mon amour ?» Ce mot, prononcé par ses lèvres traîtresses, résonnait comme un glas funèbre. La bataille allait commencer. Il est sorti de la douche, frais et dispos, prêt à affronter sa journée, sa vie de double. Il m'a embrassé sur le front, un geste mécanique, dénué de toute émotion véritable, que j'ai supporté avec une nausée grandissante. Comment peut-on être aussi hypocrite? Comment peut-on vivre avec un tel fardeau de mensonges? Il a demandé « Ça va, mon cœur? Tu as l'air pensive ce matin. » Pensive? Pensive est un euphémisme grotesque pour l'ouragan qui faisait rage en moi, pour la dévastation totale de mon être. Je l'ai regardé, mes yeux fixés sur lui, cherchant une once de regret, un signe de culpabilité. Rien. Seulement l'innocence feinte, la façade parfaitement lisse du traître. J'ai pris une grande inspiration, le goût amer de la trahison dans ma bouche. « Non, ça ne va pas, Antoine. » Ai-je commencé, ma voix étonnamment calme, presque monocorde. « Et j'ai l'impression que tu sais pourquoi. » Son sourire s'est figé. Un imperceptible éclair de panique a traversé ses yeux. Il a tenté de bredouiller quelque chose, une excuse, une diversion. « De quoi parles-tu, chérie? Je ne te suis pas. » Quelle audace! Quelle arrogance!
Jouer l'innocent jusqu'au bout, même quand les preuves te sont là, criantes. C'était la signature de leur lâcheté, de leur mépris. J'ai tendu le téléphone. Ceci, Antoine, je parle de ça. Et les messages, les preuves irréfutables de sa trahison avec Léa, sa grossesse, leur projet de famille, tout s'est étalé sous ses yeux. Son visage a viré au blanc crayeux, toutes ses couleurs l'ont déserté. Les larmes ont finalement commencé à monter, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse pour lui, mais de rage pour moi. Le masque était tombé, le monstre était révélé, et maintenant, il allait devoir affronter les conséquences de ses actes. La partie ne faisait que commencer. La partie de la destruction de leur monde, brique par brique, mensonge par mensonge. Et le pire était à venir pour eux, bien pire que ce qu'ils pouvaient imaginer. Il a commencé à balbutier, à se justifier, à implorer. Mais ces mots étaient vides de sens, noyés dans le chaos de ma propre douleur et de ma colère. Il a essayé de minimiser, de dire que c'était une erreur, un moment de faiblesse, que je comptais plus que tout. Des mensonges, encore des mensonges. Un moment de faiblesse qui dure des mois et qui se concrétise par une grossesse, c'est une insulte à mon intelligence, à mon humanité. Il a supplié, a même versé quelques larmes. Des larmes de crocodile, j'en suis sûre. Des larmes pour sa propre misère découverte, pas pour ma souffrance. C'était écœurant. Comment osait-il? J'ai hurlé. J'ai crié jusqu'à ce que ma gorge me fasse mal, jusqu'à ce que mes poumons soient à vif. Les mots sortaient comme des lames, acérées et brûlantes. Comment as-tu pu? Avec elle, ma meilleure amie. Et elle est enceinte. Chaque mot était un coup de marteau sur le mur de son déni, de sa lâcheté. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le point de non-retour était franchi de manière irrévocable. La tempête que j'avais longtemps contenue, par amour, par confiance, par aveuglement, se déchaînait enfin, emportant tout sur son passage. Rien ne serait plus jamais pareil. Il a tenté d'attraper ma main, mais je l'ai repoussé avec dégoût. Son toucher me brûlait, m'infectait. Comment avais-je pu le laisser me toucher, me bercer, m'aimer, alors qu'il se moquait de moi dans le secret de ses nuits volées? Chaque caresse était un mensonge. Chaque baiser une trahison, c'était insupportable. Le dégoût que je ressentais était si profond qu'il me faisait frissonner de la tête aux pieds. Il était souillé, maudit à mes yeux. Et elle, Léa, la sœur que j'avais tant aimée, était désormais l'incarnation même du démon, le symbole de ma ruine. Antoine a fini par avouer, d'une voix brisée, les yeux rivés au sol, incapable de soutenir mon regard de haine et de douleur. Il a raconté leur histoire, leur liaison passionnelle, la surprise de la grossesse, leur intention de me quitter pour vivre leur amour au grand jour. Leur amour. Le mot résonnait comme une obscénité. J'ai éclaté de rire. Un rire amer et hystérique qui a résonné dans toute la maison. C'était donc ça leur plan? Attendre que le ventre de Léa soit trop gros pour cacher leur secret, puis me jeter comme une vieille chaussette? Quelle élégance! Quelle dignité! Ce n'était pas seulement une tromperie, c'était un complot. Une conspiration bien orchestrée pour me détruire, pour m'humilier publiquement. Comment allait-il se présenter devant nos amis, nos familles, avec leur nouveau bonheur bâti sur les cendres du mien?
Comment allait-il expliquer que l'enfant qui allait naître était le fruit de cette trahison? La honte ne serait pas la mienne, mais la leur. La honte, la véritable, l'écrasante honte qui ne s'efface jamais. Je le leur promettais, de tout mon être blessé, je ferais en sorte qu'ils la portent comme une croix, pour le reste de leur misérable vie. Leur bonheur, je le transformerai en enfer, je le jure. Et la pire des révélations, celle qui a achevé de briser le peu de confiance qui me restait, fut la date de conception de leur bébé. C'était lors de nos vacances en Corse, il y a maintenant près de 7 mois. 7 mois! Pendant que je prenais des photos d'eux riantes ensemble sur la plage, pendant que nous partagions nos repas et nos soirées, ils complotaient dans mon dos, se délectant de leur plaisir coupable et concevaient l'enfant de leur trahison. C'était le comble de la perversion, le summum de l'horreur. 7 mois à jouer cette comédie, 7 mois à me mentir, 7 mois à me regarder comme si j'étais la femme de sa vie, alors qu'il en créait une autre avec ma meilleure amie. Ma tête tournait. Je voyais rouge. Les images de ces vacances, autrefois si belles, si parfaites, se transformaient en une succession de scènes nauséabondes. Chaque sourire, chaque regard échangé entre eux, chaque geste amical de Léa, tout prenait un sens nouveau, sombre et dégoûtant. C'était une torture psychologique insoutenable. Ils ont transformé mes souvenirs les plus chers en un champ de ruines. Qui sont ces gens que j'ai aimés? Des étrangers, des monstres, des créatures abjectes qui se sont nourris de ma confiance et de mon amour. La douleur était si vive que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Mais je ne suis pas tombée. Non, je suis restée droite, malgré la violence du choc, malgré l'ouragan qui dévastait mon cœur et mon âme. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Je ne leur montrerai pas l'étendue de ma dévastation. Pas maintenant. Pas encore. La dignité même brisée restait mon seul bouclier face à leur ignominie. Antoine pleurait. Il me suppliait de ne pas le quitter, de lui pardonner, de lui donner une chance. Une chance? Après 7 mois de mensonges, après une grossesse cachée, après avoir détruit ma vie avec ma meilleure amie, quelle est la définition de l'outrage si ce n'est pas cela? J'ai ri encore, ce rire sec, sans joie, qui venait du fond de mon désespoir. Tu n'as pas de chance, Antoine. Tu n'as plus de femme. Tu n'as plus de vie avec moi. Et crois-moi, tu n'auras pas de paix. Ni toi, ni elle. J'ai ramassé mes affaires, mes mains tremblantes, mais ma détermination inébranlable. Je ne resterai pas une minute de plus sous ce toit souillé par leur trahison. La maison qui était notre foyer était devenue leur repère, le théâtre de leur sordide comédie. Je devais partir, et je savais que ma vengeance ne ferait que commencer. Elle serait lente, méthodique et totale. Ils n'avaient aucune idée de la bête qu'ils venaient de réveiller. Je suis partie, sans un regard en arrière, laissant Antoine seul avec ses larmes et sa culpabilité, si tant est qu'il en ait eu. Je ne voulais plus voir son visage, entendre sa voix, respirer le même air que lui. Chaque minute passée en sa présence était une torture insoutenable, une humiliation de plus. La voiture roulait, et les larmes, enfin, ont commencé à couler. Des torrents de larmes salées et amères qui lavaient l'encre de leurs mensonges. Mais sous les larmes, une étincelle, une flamme de rage inextinguible, commençait à brûler. Une flamme qui allait tout consumer sur son passage. Je me suis arrêtée à un café, un petit endroit discret,
où je savais que personne ne me reconnaîtrait. Mon visage était ravagé, mes yeux gonflés, mon âme en miettes. J'ai commandé un café fort, sans sucre, sans rien pour adoucir l'amertume de ma situation. En buvant ma tasse brûlante, je repensais à Léa, ma soi-disant meilleure amie. Nos rires partagés, nos secrets murmurés, nos projets de vieillir ensemble sur une terrasse ensoleillée. Tout était une farce, une mascarade infâme. Combien de fois avait-elle posé sa main sur mon ventre en me demandant « Et toi, quand est-ce que tu te décides à faire un bébé avec Antoine ?» À l'époque, ça me faisait sourire. Maintenant, ça me donne la nausée. N'était pas la quintessence de la cruauté? Elle m'a trahi non seulement avec mon mari, mais aussi en se servant de ma propre vulnérabilité, de mon désir de maternité pour se moquer de moi. Elle a utilisé mes rêves comme des armes. C'est inqualifiable. C'est l'acte le plus lâche et le plus ignoble qu'une prétendue amie puisse commettre. Léa, celle que j'appelais ma sœur, ma confidente, ma complice de toujours, a piétiné tout ce que nous avions construit, tout en quoi je croyais. Elle a détruit mon mariage, ma confiance en l'amitié, et surtout, ma confiance en moi. Qui suis-je si je n'ai pas pu voir une telle trahison se dérouler sous mes yeux? Était-ce écrit sur mon front, proie facile? J'ai pris mon téléphone, mes doigts tremblant légèrement. Léa m'avait envoyé un message quelques jours auparavant, une photo de son échographie. « Regarde, j'ai hâte que tu sois la marraine. » Oyata. Avait-elle écrit, accompagnée d'une multitude d'émojis souriants. Marraine, l'audace, le culot. C'était le comble de la provocation, l'ultime insulte. Elle savait pertinemment que cet enfant était d'Antoine. Elle savait que ce message me déchirerait le cœur si jamais je découvrais la vérité. Et elle l'a fait quand même. Avec un sourire, avec une innocence feinte. C'était une psychopathe. C'était une manipulatrice de la pire espèce. Comment pourrais-je un jour effacer cette image de ma mémoire? La photo de l'échographie, un petit être en formation, le fruit de leur trahison, était maintenant une image macabre, un symbole de ma destruction. Comment ai-je pu être assez aveugle pour ne pas voir le piège se refermer sur moi? Elle m'a tendu la perche, elle m'a mise au courant de sa grossesse, et j'ai ri avec elle, partagé sa joie, lui achetant des petits cadeaux pour bébé. Je suis allée avec elle choisir la couleur de la chambre, des vêtements. C'est insensé, c'est le comble du sadisme. Elle se délectait de ma naïveté, de ma bonté. Et lui, Antoine, il la laissait faire. Il la regardait me manipuler, sans aucun scrupule. J'ai effacé la photo. J'ai bloqué son numéro. Elle n'existait plus pour moi, ni lui. Ils étaient des fantômes, des ombres d'un passé que je devais à tout prix effacer de ma vie. Mais un fantôme, même effacé, peut continuer à hanter. Et ce fantôme, sous la forme d'un bébé, allait bientôt prendre vie. Comment gérer ça? Comment affronter le fait que l'homme que j'ai aimé aura un enfant avec ma meilleure amie? Comment vivre avec cette douleur, cette injustice criante? Le monde est-il vraiment si cruel? Le café a refroidi dans ma tasse. Je me suis levée, mes jambes un peu plus stables maintenant. La rage me donnait une force nouvelle, une clarté d'esprit que je n'avais jamais eue. Je devais réfléchir, planifier ma revanche. Une vengeance qui ne serait pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes trahies, pour toutes les amitiés bafouées, pour tous les amours salis.
Je ne serai pas une victime silencieuse. Je serais une lionne blessée, prête à déchirer quiconque se mettrait sur son chemin. Antoine et Allah allaient apprendre ce que signifie la colère d'une femme trahie. Leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Je suis rentrée chez mes parents. Je ne pouvais pas rester seule. Je ne pouvais pas rester dans cette ville qui me rappelait leur trahison à chaque coin de rue. Mes parents étaient choqués, horrifiés par mon histoire. Ma mère a pleuré avec moi. Mon père a promis de s'occuper d'Antoine. Mais ce n'était pas suffisant. Les larmes de ma mère, la colère de mon père, aussi réconfortantes soient-elles, ne pouvaient pas effacer la douleur, ni la soif de justice qui me rongeait. Je voulais plus. Je voulais que leur monde explose, comme le mien venait d'exploser. J'ai passé des jours et des nuits à ne rien faire d'autre que ressasser les événements, à imaginer des scénarios, les uns plus sombres que les autres. Chaque détail me revenait, chaque parole échangée, chaque souvenir partagé, et tous étaient maintenant entachés par leur trahison. Comment a-t-elle pu faire ça? Comment a-t-il pu me faire ça? La question tournait en boucle dans ma tête, sans réponse, sans fin. C'est le genre de question qui vous ronge de l'intérieur, qui vous empêche de dormir, de manger, de vivre. N'est-ce pas la pire des tortures, celle qui ne s'arrête jamais? Mes amis, ceux qui sont restés, étaient sous le choc. Ils n'arrivaient pas à y croire. « Pas Léa », disait-il. Elle était si gentille, si douce. Une façade, une illusion, une actrice de génie. Ils ne la connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas la vraie Léa, celle qui était capable de poignarder son ami dans le dos, de concevoir un enfant avec son mari, de manipuler tout le monde avec un sourire angélique. C'était ça, la véritable horreur. L'abîme insondable de la nature humaine, capable de la pire des bassesses, sous les dehors de la plus grande des gentillesses. Je savais qu'il fallait agir. Rester les bras croisés, c'était accepter ma défaite, ma capitulation face à leur ignominie. Et je n'étais pas de celles qui y abandonnent. J'étais une guerrière, même si mon armure était brisée et mon cœur en sang. Je devais trouver un moyen de me relever, de me reconstruire, et de faire en sorte qu'ils paient le prix fort pour leur trahison. Un prix exorbitant, un prix que personne n'oublierait. Qu'est-ce que la justice si elle ne s'applique pas au pire des trahisons? Je ferais en sorte qu'elle soit appliquée, avec ou sans l'aide des tribunaux. J'ai commencé à collecter des preuves, toutes les petites choses que j'avais ignorées auparavant. Des photos, des messages que Léa m'avait envoyés avec des allusions étranges, des tickets de caisse de restaurant où ils s'étaient probablement retrouvés. Chaque fragment de preuve était comme une pièce de mon arsenal, une arme que je pouvais utiliser contre eux. C'était une chasse, une traque méthodique et implacable. Et je savais que j'allais trouver ce qu'il fallait pour les mettre à genoux. La bataille ne faisait que commencer, mais j'étais prête à la mener jusqu'au bout, quelle qu'en soit l'issue. Le silence d'Antoine et de Léa était assourdissant. Après ma confrontation, il avait tenté de m'appeler une dizaine de fois, m'envoyant des messages suppliants. Elle, pas un mot, pas un message, pas un appel. Le silence d'une coupable qui sait qu'elle est démasquée, mais qui n'a pas le courage d'affronter les conséquences. Ou peut-être le silence d'une manipulatrice qui attend son heure pour contre-attaquer. Je ne savais pas laquelle de ces deux options était la plus terrifiante. Mais une chose était sûre, leur silence ne durerait pas éternellement. Et mon silence, et à moi,
était encore plus dangereux. Un silence rempli de rage, de plans machiavéliques, de désir de vengeance. Ils allaient regretter amèrement le jour où ils avaient décidé de se jouer de moi, de mon cœur, de ma vie. Je leur ferais regretter chaque rire volé, chaque baiser clandestin, chaque mensonge prononcé. La justice des hommes est parfois lente et imparfaite, mais ma justice, elle, serait rapide et impitoyable. Qui peut se permettre de détruire une vie et de s'en sortir indemne? Pas eux. Jamais. J'ai commencé à parler à des avocats, à chercher des conseils, à me renseigner sur mes droits. Le divorce serait inévitable, mais ce n'était pas suffisant. Je voulais qu'il paye cher, qu'il perde tout ce qu'il avait, que sa réputation soit anéantie. Et elle aussi. Léa ne s'en tirerait pas impunément. La honte, la décence, l'amitié bafouée, tout ça devait avoir un prix que l'argent seul ne pourrait pas rembourser. La justice du cœur est bien plus implacable que la justice des lois. Chaque pas que je faisais, chaque décision que je prenais, était guidée par une seule et unique obsession: leur faire payer. La douleur était toujours là, vive, lancinante, mais elle se transformait peu à peu en un moteur, une énergie sombre et puissante. Je ne me laisserai pas abattre. Je ne serai pas celle qui se cache, qui pleure dans son coin. Je serai celle qui se relève, qui se bat, qui gagne. Le combat serait long et difficile, mais ma détermination était sans faille. Ils allaient découvrir la véritable force d'une femme trahie. Et cette force était absolument terrifiante. Je me suis souvenue de Léa me demandant si j'avais des soupçons sur Antoine, jouant l'amie inquiète. « Il est bizarre en ce moment, non? Tu penses qu'il a quelqu'un ?» Sa voix, si innocente. Ses yeux, si compatissants. C'était une performance digne d'un Oscar, une performance d'une cruauté inouïe. Elle se frottait les mains en secret, sachant que la personne en question, c'était elle-même. Et c'était elle qui portait l'enfant de mon mari. L'image de cette scène se rejouait en boucle dans ma tête, me rendant chaque fois plus furieuse, plus déterminée à la faire souffrir autant qu'elle m'avait fait souffrir. Je me suis juré de ne jamais les laisser connaître la paix. Leurs nuits seraient peuplées de mes fantômes. Leurs jours seraient hantés par ma présence. Ils n'auraient pas le droit au bonheur, à la tranquillité, à une vie normale. Je veillerai à ce que leur nouvelle famille soit construite sur des sables mouvants, sur des mensonges qui finiraient par les engloutir. Le prix de la trahison est éternel et ils allaient le payer jusqu'à leur dernier souffle. Je ne reculerai devant rien, absolument rien. La pensée du bébé, innocent dans cette histoire, me serrait le cœur. Mais même cet innocent, fruit de leur péché, serait un rappel constant de leur ignominie, une preuve vivante, criante, de leur trahison. Comment pourrais-je un jour regarder cet enfant sans voir le visage de ma meilleure amie et de mon mari, souriant de leur bassesse? C'était un fardeau, une malédiction qui allait peser sur leur famille, sur leur vie pour toujours. Et ça, c'était déjà une forme de vengeance. Une vengeance que la vie elle-même leur infligerait, quoi que je fasse. Mais je pouvais toujours amplifier la chose. Je devais trouver la force de faire face à la suite, de continuer à respirer, à vivre, à me battre. La douleur était une compagne fidèle, une ombre qui me suivrait partout. Mais la colère, elle, était mon moteur, mon arme secrète. Je ne serais plus la victime silencieuse,
la femme brisée qui se terrait dans son chagrin. Je serai la femme qui se relève, qui se bat, qui se venge. Et leur monde allait trembler sous mes pas. Ils allaient regretter amèrement d'avoir croisé mon chemin. La colère montait en moi, un volcan en éruption. L'idée de les voir heureux, épanouis, avec leur enfant, alors que ma vie était en ruine, était insupportable. Je ne pouvais pas le permettre. Mon honneur, ma dignité, mon amour-propre exigeait que je riposte, que je me batte de toutes mes forces. Je devais trouver un moyen de les exposer, de les humilier publiquement, de faire en sorte que tout le monde sache qui ils étaient vraiment. Des traîtres, des menteurs, des imposteurs. La vérité, c'était mon arme la plus puissante, et je n'hésiterai pas à la brandir. La rumeur courait déjà dans notre cercle d'amis, une traînée de poudre incontrôlable, propageant le scandale. C'était inévitable. La petitesse de leur âme allait éclater au grand jour. Mes amies, celles qui me soutenaient, se sentaient trahies elles aussi. Comment Léa, si appréciée, si douce en apparence, avait-elle pu orchestrer une telle bassesse? C'était un choc pour tout le monde, une onde de stupeur qui s'étendait dans notre petite communauté. Et cela, c'était une première victoire. Leur réputation, autrefois immaculée, était déjà salie, tachée à jamais par leur ignominie. Mais ce n'était que le début. La vraie guerre allait bientôt commencer. 9000 caractères pile. Parti. 2, le téléphone d'Antoine sonnait sans relâche. Mais je savais qu'il n'était pas seul. Il était sûrement avec elle, se cachant, essayant de trouver un moyen de minimiser les dégâts. Mais il n'y avait rien à minimiser. Le crime était trop grand, la trahison trop profonde. Mes amis m'ont bombardé de messages de soutien, mais aussi de questions. C'est vrai? C'est vraiment avec Léa? Et elle est vraiment enceinte de lui? Chaque confirmation de ma part était suivie d'un choc, d'une incompréhension palpable. Le scandale prenait des proportions que je n'avais pas entièrement anticipées, mais que paradoxalement, je désirais ardemment. Que le monde entier sache, que le monde entier les juge. La colère me donnait une énergie nouvelle. J'ai pris ma voiture et me suis dirigée vers leur repère secret, l'appartement que Léa venait d'acheter. Elle avait toujours été secrète sur cet achat, prétextant des problèmes de financement. Mais maintenant, je comprenais. C'était leur nid d'amour, leur planque pour leur rendez-vous clandestin, leur futur foyer. L'idée de les surprendre là, dans leur intimité volée, dans leur bonheur usurpé, était une idée qui me terrifiait et m'excitait à la fois. N'est-ce pas le moment de leur faire face à leur propre ignominie, de les confronter dans leur antre? Je suis arrivée devant l'immeuble, le cœur battant à tout rompre. L'adrénaline pompait dans mes veines. L'immeuble moderne et chic était une insulte supplémentaire à mon statut de femme trahie et mise à la porte. Combien de nuits avait-il passées ici, au lieu d'être à mes côtés, de me dire qu'il m'aimait, de me serrer dans ses bras? Chaque fenêtre me semblait cacher un secret. Chaque lumière était un témoignage de leur culpabilité. Mes mains étaient moites, ma respiration saccadée. J'étais prête à affronter les monstres qui avaient détruit ma vie. J'ai sonné, 1 fois, 2 fois, pas de réponse. J'ai frappé à la porte, avec de plus en plus de force, jusqu'à ce que mes poings me fassent mal. J'entendais des bruits à l'intérieur, des chuchotements, des pas précipités. Ils étaient là, ils se cachaient,
comme des lâches. Ma rage a atteint un point de non-retour. « Ouvrez cette porte !» Ah, et j'ai hurlé, ma voix rauque, pleine de la violence de ma douleur. « Je sais que vous êtes là. Montrez-vous, lâche que vous êtes. » Je ne me suis jamais sentie aussi forte, aussi déterminée. La porte s'est finalement ouverte. Léa, le visage pâle, les yeux rougis, se tenait là. Son ventre arrondi était visible, une preuve irréfutable de leur trahison. Elle a tenté de sourire, un sourire forcé, tremblant. « Qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. Antoine est apparu derrière elle, le visage décomposé, les cheveux en bataille. Il avait l'air d'un chien battu. Bien fait. Il ne méritait rien d'autre. N'est-ce pas la vision la plus humiliante pour des traîtres? « Qu'est-ce que je fais là ?» ai-je répété, ma voix glaciale, pleine de dégoût. « Je suis venue vous féliciter. » Féliciter la meilleure amie qui couche avec le mari de sa meilleure amie et qui tombe enceinte. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Digne des plus grands scandales de la presse à sensation. Léa a reculé, ses yeux s'emplissant de larmes. Des larmes de culpabilité ou des larmes de peur d'être découverte? Je ne le savais pas, et je m'en fichais. Ces larmes ne me touchaient plus. Elles étaient des larmes de crocodile, rien de plus. Antoine a tenté d'intervenir. « Chérie, s'il te plaît. » Mais je l'ai coupé net. « Ne m'appelle plus jamais chérie. Tu as perdu ce droit le jour où tu as glissé dans le lit de cette femme. » J'ai pointé Léa du doigt, ma voix tremblante de rage. « Tu es une traîtresse, une vipère, une manipulatrice. Tu as détruit ma vie. Tu as détruit notre amitié et tu as sali mon mariage. Comment as-tu pu, après toutes ces années, tous ces secrets partagés, toutes ces confidences ?» Les mots étaient des couteaux et je les lançais avec une précision chirurgicale. Léa a éclaté en sanglots. « Je suis désolée, je suis tellement désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. » Des mensonges. Encore des mensonges. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle avait calculé chaque pas, chaque geste. Elle avait délibérément détruit ma vie. Ses larmes n'étaient que de la poudre aux yeux. « Désolée ?» ai-je hurlé. « Tu es désolée ? Tu as détruit ma vie. Tu as porté l'enfant de mon mari dans ton ventre. Et tu oses dire que tu es désolée ? Ce n'est pas de la tristesse, c'est de la rage que tu mérites. » La confrontation était brutale, sans filtre, sans pitié. Antoine a essayé de me calmer. « S'il te plaît, ne fais pas de scène ici. » De scène ? Ma vie était une scène de théâtre macabre, orchestrée par lui et sa maîtresse. Ne fais pas de scène ?» ai-je ri en un rire amer. « C'est vous qui avez fait une scène de mensonge, de trahison, de lâcheté. Et maintenant, vous allez en payer le prix. Le prix de votre ignominie sera exorbitant. » Je les ai regardés, les yeux emplis d'une haine brûlante, une haine que je n'avais jamais ressentie auparavant. Combien de temps cela durait-il ? ai-je demandé, ma voix plus calme, mais plus menaçante. Depuis quand vous moquez-vous de moi dans mon dos ? Depuis quand me regardez-vous avec vos faux sourires, vos faux gestes d'affection ? Antoine a baissé la tête. Léa sanglotait. « Environ 1 an, » a murmuré Antoine. « Non, 1 an de mensonges, de tromperies, de trahison. 1 an à vivre dans l'illusion d'un mariage heureux, d'une amitié sincère. C'était bien pire que ce que j'avais imaginé. C'était une torture psychologique insoutenable. Et le bébé ? ai-je continué.
ma voix se brisant. Le bébé que tu portes, Léa, il est bien d'Antoine, n'est-ce pas? Dis-le. Dis la vérité, pour une fois dans ta vie. Léa a hoché la tête, incapable de parler, ses larmes coulant sans fin. La confirmation, directe et brutale, était comme une dernière balle dans ma poitrine déjà déchirée. Le fruit de leur amour illégitime, de leur trahison, allait venir au monde. C'était une preuve vivante, une marque indélébile de leur infamie. N'est-ce pas le comble de la cruauté? Antoine a tenté de s'expliquer. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je t'aime toujours. Mais Léa est tombée enceinte. Je l'ai interrompue d'un rire dédaigneux. Tu m'aimes toujours? Tu oses me dire ça, après un an de tromperie et un enfant avec ma meilleure amie? Ton amour est une farce, une insulte. Et Léa n'est pas tombée enceinte. On tombe d'une chaise, on tombe malade. On ne tombe pas enceinte. On fait des choix délibérés. Des choix qui détruisent des vies. Il n'y avait plus de place pour les excuses, pour les justifications. Je me suis retournée pour partir, mon cœur plus lourd que jamais, mais ma rage intacte. Vous allez le regretter, tous les deux, je vous le jure. Vous avez détruit ma vie, mais je vais détruire la vôtre. Je ne vous laisserai pas une minute de répit. La justice sera rendue, et elle sera douloureuse. L'homme a essayé de s'approcher, de me retenir. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pense à l'enfant. Léa? Penser à l'enfant? Elle avait pensé à l'enfant quand elle se roulait dans le lit de mon mari. Cette hypocrisie était insupportable. Tu pensais à l'enfant quand tu te cachais derrière mon dos? Léa? Ai-je craché, mon visage déformé par la colère. Tu pensais à l'enfant quand tu me mentais, quand tu me souriais alors que tu étais enceinte de l'homme que j'aimais? Non, tu pensais à toi, à ton plaisir, à ta soif de détruire. Et maintenant, tu vas payer. Et ce bébé innocent, sera le symbole éternel de votre trahison. J'ai tourné les talons et j'ai claqué la porte derrière moi, laissant les deux amants dans leur nid d'infamie, face à leurs larmes et à leur culpabilité. En sortant de l'immeuble, j'ai croisé un voisin, un homme âgé qui m'a salué. Il a dû voir la détresse sur mon visage, la rage dans mes yeux. J'ai vu son regard interrogateur, mais je n'ai rien dit. Le scandale était déjà en marche, et je n'avais pas besoin d'en rajouter. La vengeance allait prendre son cours, lentement mais sûrement. Et les rumeurs, elles, allaient faire leur travail. La petite vie tranquille et respectée qu'ils avaient tous les deux allait s'effondrer comme un château de cartes. Je ferais en sorte qu'ils deviennent des parias, des figures de honte dans notre communauté. J'ai passé la semaine suivante à rassembler mes forces, à planifier chaque étape de ma vengeance. Il ne s'agissait plus seulement de divorcer, de prendre ma part de leurs biens. Il s'agissait de détruire leur réputation, leur image, leur bonheur illégitime. J'ai commencé par contacter des amis communs, ceux en qui j'avais encore confiance, ceux qui avaient été aussi choqués et dégoûtés que moi par leur comportement. Je leur ai tout raconté, sans filtre, sans ménagement, chaque détail sordide de leur trahison. Les réactions étaient unanimes. Indignation, colère, soutien inconditionnel. Leur vie sociale allait devenir un enfer.
J'ai aussi contacté des avocats spécialisés dans les divorces houleux, ceux qui n'avaient pas peur de l'éclat, du scandale. Je voulais tout. Je voulais qu'Antoine perde tout, qu'il soit ruiné, qu'il ne puisse plus se relever. Et je voulais que Léa soit éclaboussée par la même honte, la même ruine. La justice n'était pas assez. Il fallait que leur punition soit exemplaire, qu'elle serve de leçon à tous ceux qui oseraient trahir l'amour et l'amitié de cette manière abjecte. Quelle est la valeur d'une vie si elle est bâtie sur des mensonges et des trahisons? La première étape fut la demande de divorce. Une demande qui serait médiatisée, bien sûr. Je voulais que les médias s'emparent de l'histoire, que le titre « Mon mari m'a trompé avec ma meilleure amie enceinte » soit sur toutes les lèvres, dans tous les journaux, sur tous les sites d'actualité. La presse à scandale était mon allié inattendu. Ils aimaient les histoires de trahison, de tromperie, de femmes bafouées et vengées. Et j'allais leur donner la meilleure des histoires. Mon histoire. Une histoire vraie, poignante, révoltante. Et ils en feraient les gros titres. J'ai pris rendez-vous avec une journaliste, une femme réputée pour sa ténacité et son sens du scoop. Je lui ai tout raconté, depuis le début, avec tous les détails croustillants, les photos, les messages, les dates. Elle était fascinée, son carnet se remplissant à une vitesse folle. Elle a promis de faire de mon histoire un article percutant, une bombe qui allait éclater dans les médias. Je lui ai demandé de ne pas ménager Antoine ni Léa. Je voulais que leur nom soit prononcé avec dégoût, que leur histoire soit le synonyme de la trahison absolue. « Qu'attendez-vous de cet article ?» m'a-t-elle demandé. « La justice. » Ai-je répondu les yeux froids. « Que tout le monde sache qui ils sont vraiment, que leur réputation soit détruite, que leur bonheur soit impossible. » Elle a souri. Un sourire d'entente, un sourire qui promettait la destruction. C'était exactement ce que je voulais. La presse allait être mon exécuteur, ma voix, ma vengeance. Le monde entier allait savoir. Le monde entier allait les juger. Et ils ne pourraient plus jamais se cacher. Antoine a tenté de me recontacter, de me supplier de ne rien faire, de ne pas salir nos noms, de ne pas exposer notre vie privée. Privée? Il avait déjà détruit toute notion de vie privée, en couchant avec ma meilleure amie et en lui faisant un enfant. Son hypocrisie était sans limite. « Il est trop tard, Antoine, » lui ai-je répondu d'une voix neutre. « Tu as fait tes choix. Maintenant, tu vas en assumer les conséquences. » Il a menacé de me traîner en justice, de me poursuivre pour diffamation. Diffamation. La vérité n'est jamais de la diffamation. Et ma vérité allait être criée sur tous les toits. Léa, elle, est restée silencieuse. Pas un mot, pas un message. Une lâcheté qui me révoltait encore plus. Elle se cachait, laissant Antoine affronter ma colère, mes menaces. Mais je savais qu'elle souffrait. Elle devait sentir le vent tourner. Elle devait comprendre que leur secret était éventé, que leur petit bonheur allait être brisé. Et la peur d'être exposée, la peur de la honte, la peur de la solitude, devait la ronger de l'intérieur. C'était déjà une forme de vengeance, une petite victoire. Mais ce n'était pas suffisant. Loin de là. Le jour où l'article est paru, j'ai ressenti un mélange étrange de satisfaction et de vide. Ma photo, le visage marqué par la douleur, était à la une. Le titre criait la trahison, le scandale,
l'horreur de ma situation. Mon histoire était là, en noir et blanc, exposée au monde entier. Les détails, même les plus intimes, étaient là pour que chacun puisse juger, condamner. Les noms avaient été changés, mais tout le monde dans notre cercle savait de qui il s'agissait. C'était fait. La bombe avait explosé. Le téléphone a sonné sans arrêt. Mes parents, mes amis, des connaissances lointaines, tous me témoignaient de leur soutien. Mais il y avait aussi des inconnus, des femmes qui avaient vécu des trahisons similaires, qui me contactaient pour me dire qu'elles comprenaient, qu'elles m'admiraient pour ma force, pour mon courage d'avoir osé parler. C'était une étrange solidarité, une connexion inattendue avec des âmes blessées. Cela me donnait de la force, une raison de continuer à me battre, non seulement pour moi, mais pour toutes ces femmes. Antoine était furieux. Il m'a appelé, m'a hurlé dessus, m'a traité de tous les noms. Il a menacé de me détruire, de me faire regretter ce que j'avais fait. Mais ces menaces n'avaient aucun effet sur moi. Elles ne faisaient que renforcer ma détermination. Il était dans la panique, dans la rage du coupable démasqué. Sa vie était en train de s'effondrer, et il ne pouvait rien y faire. C'était ma revanche, ma douce vengeance. Et ce n'était que le début. Le meilleur était à venir. Léa, elle, est restée muette. Je n'ai pas eu de ses nouvelles directement, mais des amis m'ont raconté qu'elle était dévastée, effondrée. Elle ne sortait plus, ne répondait plus à personne. Son image de femme parfaite, d'amie loyale, était brisée, réduite en miettes. Le scandale l'avait frappée de plein fouet, la laissant isolée, humiliée. Ses parents étaient furieux. Ses amis l'avaient abandonnée. La honte était palpable, une chape de plomb qui s'était abattue sur elle. Et son ventre, de plus en plus rond, était un rappel constant de sa trahison, une preuve vivante de son crime. Je me suis sentie vide, mais aussi étrangement puissante. Le premier acte de ma vengeance était accompli. Leurs noms étaient salis, leur réputation détruite. Mais la guerre n'était pas encore finie. Il y avait encore le divorce, la répartition des biens, la bataille juridique. Et il y avait le bébé. Ce bébé qui allait naître, fruit de leur péché, serait un rappel constant de leur ignominie. Comment allait-il élever cet enfant dans un tel climat de scandale, de honte? C'était la véritable tragédie, l'héritage empoisonné de leur amour illégitime. N'est-ce pas la plus cruelle des ironies? Les semaines suivantes furent un tourbillon de rendez-vous avec mon avocat, de dépositions, de confrontations indirectes. Antoine tentait de se défendre, de minimiser les faits, de nier l'étendue de sa culpabilité. Mais les preuves étaient là, accablantes. Les messages, les témoignages, l'article de presse qui avait déjà scellé son destin, aux yeux de l'opinion publique. Il était acculé, désespéré. La vengeance était un plat qui se mangeait froid, et le festin ne faisait que commencer. J'ai appris par des sources communes qu'Antoine et Léa étaient maintenant ostracisés. Leur carrière professionnelle était compromise. Les entreprises hésitaient à travailler avec Antoine. L'image de Léa, qui travaillait dans le social, était irréversiblement ternie. Les murmures, les regards en coin, les portes qui se fermaient, tout cela faisait partie de ma vengeance silencieuse et implacable. Leur vie sociale était détruite, leur carrière compromise. Le prix de la trahison était bien plus lourd qu'ils ne l'avaient imaginé. La date de l'accouchement de Léa approchait.
Cette pensée me rongeait, me torturait. L'idée de ce bébé qui allait venir au monde, innocent, mais fruit de tant de haine et de mensonges, était insupportable. Comment allait-il grandir dans cette atmosphère de scandale, avec des parents dont la réputation était brisée? Serait-il un rappel éternel de leur infamie, une tache indélébile sur leur vie? J'avais cherché la vengeance, et elle était là, sous une forme que je n'avais pas entièrement prévue. La vie, parfois, est une vengeresse bien plus cruelle que n'importe quelle femme blessée. Je me suis préparée à la confrontation finale, celle du tribunal, où nos vies seraient définitivement séparées. Mais aussi la confrontation avec leur nouvelle réalité, celle d'une vie brisée par leurs propres choix. Je me sentais plus forte, plus résolue que jamais. La douleur était toujours là, mais elle était désormais une cicatrice, un rappel constant de ma force, de ma capacité à survivre et à me relever. Je n'étais plus la victime. J'étais la guerrière, et mon combat n'était pas encore terminé. Il y avait encore des batailles. La dignité de ma vie, elle aussi, devait être retrouvée. 9000 caractères pile. Partie 3. La date du procès de divorce approchait à grands pas, et avec elle, la naissance imminente de leur enfant. Chaque jour était une torture, un compte à rebours vers un double événement qui allait sceller à jamais mon destin et le leur. Je me sentais comme une gladiatrice se préparant pour l'arène, le cœur lourd de douleur, mais l'esprit affûté par la rage et la détermination. Antoine continuait ses tentatives désespérées de me joindre, de me raisonner, de me supplier de ne pas aller jusqu'au bout. Il me disait qu'il était ruiné, que sa carrière était terminée, que sa vie était un enfer. Tant mieux. C'était exactement ce que je voulais. Léa, elle, était invisible. Sa silhouette était devenue une ombre, sa présence une rumeur lointaine. Les rares informations que j'obtenais à son sujet parlaient d'une femme brisée, cloîtrée chez elle, refusant de voir qui que ce soit. La honte l'avait consumée, la laissant seule face à sa grossesse et à ses remords. Ses amis l'avaient désertée, sa famille la condamnait. Elle était devenue la paria qu'elle méritait d'être. N'est-ce pas la vengeance la plus douce? Celle où les coupables se détruisent eux-mêmes sous le poids de leur propre culpabilité. J'ai passé des heures avec mon avocat à préparer chaque détail de notre stratégie. Je voulais la pension la plus élevée, la part la plus importante de nos biens communs, et surtout, je voulais que la faute soit établie, que leur trahison soit reconnue publiquement par la justice. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de principe, de dignité. Je voulais que la sentence soit un message clair. La trahison a un prix, et ce prix est exorbitant. Je ne leur laisserai aucune échappatoire. La veille du procès, j'ai eu une visite inattendue. Léa. Elle se tenait devant ma porte, le visage pâle, les yeux cernés, son ventre de femme enceinte immense, symbole criant de son péché. Elle avait l'air d'une épave, d'une femme rongée par la culpabilité et la solitude. Elle m'a imploré, les larmes coulant sur ses joues, de ne pas aller au bout, de ne pas détruire complètement leur vie, de penser à l'enfant qui allait naître. Elle a supplié mon pardon, ma pitié. C'était une vision pathétique. Mon cœur de pierre n'a pas bougé. Tu pensais à l'enfant quand tu te cachais avec mon mari, Léa? Lui ai-je demandé, ma voix froide, sans émotion. Tu pensais à la pitié quand tu me souriais, me manipulant.
alors que tu portais son enfant? Non, tu n'as eu aucune pitié pour moi. Alors pourquoi devrais-je en avoir pour toi? José larmes ont redoublé, mais mon regard est resté glacial. Je n'étais plus la femme naïve et compatissante qu'elle avait connue. J'étais une femme blessée, endurcie par la trahison. « Je vais tout perdre », a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. Antoine est ruiné. Sa famille nous a tourné le dos, la mienne aussi. Je n'ai plus personne. L'entreprise où je travaillais m'a renvoyée. Je suis seule. Tant mieux. C'était ce qu'elle méritait. La solitude, l'humiliation, la ruine. Le prix de sa trahison était lourd, mais il était juste. « Tu as fait tes choix, Léa, » ai-je dit, les mots s'enchaînant avec une précision chirurgicale. « Maintenant, tu en assumes les conséquences. Il est trop tard pour les regrets. » Elle a essayé de me prendre la main, mais je l'ai repoussée. « Ne me touche pas, » ai-je craché. Ton toucher me dégoûte. La haine que je ressentais était si forte qu'elle m'étouffait. Elle était l'incarnation de ma douleur, de ma souffrance. La femme qui avait volé mon mari, mon ami, ma vie. Elle n'était plus rien pour moi, juste une ombre du passé, une cicatrice que je porterai pour toujours. N'est-ce pas la douleur la plus profonde? Celle qui vient de ceux qu'on a aimés le plus? Léa est pâteâtre, effondrée, ses sanglots résonnant dans le couloir. Je suis restée plantée là, une statue de pierre, sans émotion, sans remords. J'avais gagné la première bataille, celle de la dignité, celle de la vengeance. Mais la guerre n'était pas encore terminée. Le lendemain, le tribunal. Le lendemain, la fin officielle de mon mariage. Et le début d'une nouvelle vie, sans eux, sans leur ombre, sans leur poison. Je me sentais prête à affronter n'importe quoi. Le jour du procès fut un cirque médiatique. Les journalistes étaient présents en masse, les caméras clignotaient, les flashs crépitaient. Mon histoire l'était devenue un symbole, un cas d'étude pour la presse à sensation. Antoine était là, son visage marqué par la honte et le désespoir. Il m'a regardé, implorant, mais j'ai détourné les yeux. Il n'y avait plus rien entre nous. Plus de pardon, plus de pitié. Seulement la justice. Léa n'était pas présente. Son avocat a expliqué qu'elle était trop malade, trop fragile pour assister au procès. L'excuse classique des coupables qui n'osent pas affronter la réalité. Mais sa non-présence ne changeait rien. Les faits étaient là, les preuves accablantes. Les messages, les témoignages, la reconnaissance de paternité forcée d'Antoine. Tout pointait vers leur trahison. Le juge était sévère, le verdict implacable. Le divorce a été prononcé. La faute a été attribuée à Antoine et Léa. J'ai obtenu une pension importante, une grande partie des biens. Antoine était ruiné, sa carrière détruite, son nom traîné dans la boue. Il avait tout perdu, tout ce qu'il avait construit avec moi. C'était une victoire, amère, mais une victoire tout de même. La justice avait été rendue et le prix de la trahison avait été payé. N'est-ce pas la plus belle des vengeances, celle que la justice elle-même rend? Je suis sortie du tribunal, mon avocat à mes côtés, sous les flashs des photographes. J'ai fait une déclaration, courte, concise, mais percutante. La vérité a éclaté, la trahison a été punie. Que mon histoire serve de leçon à tous ceux qui osent briser le sacré de l'amour et de l'amitié. Mes mots ont été repris par tous les médias.
devenant un cri de ralliement pour toutes les femmes trahies. J'étais devenue une icône, un symbole de résilience. Quelques jours plus tard, j'ai appris la naissance de leur enfant. Léa avait accouché d'un petit garçon, un bébé innocent, fruit de leur péché, qui portait désormais le poids de leur infamie. La nouvelle m'a frappée comme un coup de poignard. Le bébé était là, une preuve vivante de leur trahison, une cicatrice éternelle sur mon âme. Comment pourrais-je un jour effacer cette image de ma mémoire? Comment pourrais-je un jour pardonner l'existence de cet enfant qui me rappelait sans cesse la douleur que j'avais ressentie? C'était la cruauté ultime. Mon avocat m'a demandé si je voulais entamer des procédures pour que Léa paie une partie de la pension alimentaire, étant donné qu'elle était la cause de la rupture et de la ruine d'Antoine. J'ai refusé, non pas par pitié, mais par dégoût. Je ne voulais plus avoir aucun lien avec eux, aucune attache financière, aucune interaction. Je voulais simplement les effacer de ma vie, les oublier, les rayer de la surface de la terre. Leur punition était déjà là, sous la forme d'une vie brisée, d'une solitude éternelle, d'une honte indélébile. J'ai déménagé. J'ai changé de ville, de travail, d'environnement. Je voulais tout recommencer à zéro, loin de l'ombre de leur trahison, loin de la rumeur, loin des souvenirs douloureux. La reconstruction était longue et difficile. Chaque jour était un combat, chaque nuit, une lutte contre les démons de mon passé. Mais je savais que je pouvais le faire. J'avais survécu au pire, et j'en étais ressortie plus forte, plus résolue. Quelques mois plus tard, j'ai croisé une connaissance qui m'a donné des nouvelles d'Antoine et de Léa. Ils vivaient ensemble, dans la précarité, ostracisés par tout le monde. Antoine avait du mal à retrouver du travail. Léa était dépressive, incapable de s'occuper pleinement de leur enfant. Leur vie était un enfer, un purgatoire sur terre. Le bébé grandissait, un rappel constant de leur trahison. Ils ont dit que c'était ma vengeance ultime. La vie leur avait rendu la monnaie de leurs pièces, et elle était bien plus cruelle que n'importe quelle action que j'aurais pu entreprendre. Cette histoire n'est pas une fin heureuse, loin de là. C'est une histoire de trahison, de douleur, de vengeance et de reconstruction. Je ne suis pas sûre de pardonner un jour, ni d'oublier. La cicatrice est là, gravée à jamais dans mon cœur. Mais je sais une chose, j'ai survécu. J'ai eu le courage de me battre, de me relever, de me venger. Et eux, ils ont payé le prix. Un prix exorbitant, un prix éternel. Leurs vies sont détruites, leurs bonheurs sont impossibles. Et ça, c'est la seule consolation que j'ai. Je continue mon chemin, chaque jour un peu plus forte, un peu plus sereine. Les souvenirs douloureux sont toujours là, mais ils s'estompent peu à peu, remplacés par de nouveaux moments, de nouvelles rencontres. Je ne suis plus la femme brisée, je suis une femme qui a survécu à l'impensable, qui a trouvé la force de se reconstruire. Et je me suis juré de ne plus jamais faire confiance aveuglément, de ne plus jamais laisser quiconque détruire ma vie. Car la trahison, elle, est une leçon que l'on n'oublie jamais. Je sais qu'ils vivent quelque part, dans l'ombre, avec leur enfant, avec le poids de leur culpabilité, de leur honte. Leurs noms sont à jamais associés à la trahison, à l'ignominie. Et cela, c'est ma victoire la plus précieuse. Une victoire qui n'a pas de prix, une victoire qui me rend ma dignité, mon honneur. Leurs vies sont une punition éternelle, un rappel constant de leurs crimes. Et cela, pour moi, c'est la véritable justice.
Et je sais que mon histoire, elle, continuera à être racontée encore et encore, comme un avertissement, une mise en garde, pour que personne n'oublie, jamais,